Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Le camion à droite est en feu de détresse. Dans cette situation, je ralentis. Oui, réponse A. Non. Réponse B. Alors, comme tu le vois, à droite, on a une voie réservée aux cyclistes. Juste à notre droite, on a un cycliste sur cette voie. Et plus loin, il y a un camion blanc arrêté sur cette voie en feu de détresse. Alors, comment on réagit face à cette situation ? Dans cette petite animation, on voit bien que là, le vélo va vouloir éviter le camion. Il va donc se déporter sur ma voie. Donc, dans ce cas-là, je ralentis, je le laisse dépasser le camion qui est en feu de détresse et je le dépasserai peut-être un peu plus loin. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 2. La signalisation annonce un passage à niveau A. Réponse A, 50 mètres. Réponse B, 150 mètres. Alors, ici, la signalisation est composée de trois éléments. Alors, tout d'abord, le panneau de danger. Alors, ce panneau de danger nous informe de la présence d'un passage à niveau avec barrière. Ensuite, on a un panonceau qui vient donc préciser le panneau de danger, disant qu'effectivement, ce passage à niveau sera aussi doté d'un signal automatique. Et juste en dessous, on a une balise de passage à niveau. Donc cette balise, elle est décomposée en 3 balises. Vous allez voir qu'il y a des balises avec 3 bandes rouges, comme ici, avec 2 bandes rouges et avec une bande rouge. Donc ces balises, elles servent à quoi ? Ces balises, elles vous permettent de connaître la distance entre cette balise et le passage à niveau. Alors, ici on est en hors agglomération. Donc lorsque tu verras une balise avec 3 bandes rouges, ça voudra dire que tu es à 150 mètres du passage à niveau. Si tu rencontres une balise avec 2 bandes rouges, cela voudra dire que tu es à 100 mètres du passage à niveau. Et si tu rencontres une balise avec une seule bande rouge, tu es à 50 mètres du passage à niveau. Alors, pour tous ceux qui se demandent, mais comment savoir si on est en agglomération ou hors agglomération ? Je vous incite fortement à aller sur la plateforme pédagogique, car ça c'est vraiment une question de cours simple que vous devez savoir, hein, c'est super important. Donc, pour répondre à la question, ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 3. Dans cette situation, réponse A, je klaxonne. Réponse B, je fais des appels de feu stop. Réponse C, j'accélère. Réponse D, je me prépare à m'arrêter. Alors, pour répondre à la question, on va déjà étudier le contexte. Devant nous, on a un feu qui est vert. Après le feu vert, on a des piétons qui sont sur le passage piéton et d'autres piétons juste derrière qui s'apprêtent à passer le passage piéton. Également, tu remarqueras que derrière nous,
il y a une voiture qui nous suit. Alors, dans ce cas-là, est-ce que je peux klaxonner? Eh bien non. Il est totalement interdit de klaxonner en agglomération, sauf danger imminent. Et ici, il n'y a aucun danger imminent. Est-ce que je fais des appels de feu stop? Eh ben, c'est très judicieux de faire des appels de feu stop. Pourquoi? Alors déjà, c'est quoi un appel de feu stop? Un appel de feu stop, c'est lorsque tu appuies de manière consécutive sur le frein, ça va allumer tes feux stop et ça va prévenir les véhicules derrière toi d'un danger. Donc, est-ce que je fais des appels de feu stop? Oui, ça c'est pertinent, ça va prévenir le véhicule derrière qu'il y a un danger devant lui, qu'il ne voit pas. Est-ce que j'accélère? Ben non, il y a un danger devant nous, on n'accélère pas. Est-ce que je me prépare à m'arrêter? Oui, dans le cas où il y aurait un corps des piétons qui traverserait, eh ben il faudra quand même s'arrêter, même si le feu est vert pour nous. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et D. Question numéro 4. Après ce panneau, la vitesse maximale autorisée est de réponse A, 50 km/h, réponse B, 70 km/h. Alors, ce panneau est un panneau d'entrée d'agglomération. Ce panneau d'entrée d'agglomération signifie deux choses. La première est que la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. La deuxième chose est qu'il est interdit de klaxonner. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 5. Vous êtes le piéton. Tous les véhicules vous voient nécessairement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, vous voyez, vous êtes le piéton. Certains véhicules ne vont pas nécessairement vous voir, notamment ici la voiture qui est juste derrière la voiture noire. Ou alors, ça peut être un motard qui ne vous ayant pas vu, peut contourner les voitures et ensuite venir vous percuter. Ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 6. Dans cette situation, je risque une amende de 135 €. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un retrait de points. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, l'utilisation du téléphone au volant constitue une contravention de 4e classe, donc qui est sanctionnée par un retrait de 3 points et une amende de 135 €. Les bonnes réponses ici sont leurs réponses A et C. Question numéro 7. Dans cette situation, réponse A, je ralentis. Réponse B, je mets mon clignotant gauche. Réponse C, je maintiens mon allure. Alors, ici, comme tu le vois, à ta droite, on a un camion de livraison qui est à cheval sur la chaussée et le trottoir. Donc ce camion de livraison constitue un obstacle que je vais devoir contourner. Donc comment contourner cet obstacle? Tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ralentir.
Ensuite, on va faire un contrôle sur le rétroviseur intérieur. Ensuite, un contrôle sur le rétroviseur extérieur gauche. Un autre contrôle sur l'angle mort gauche. Une fois qu'il n'y a personne sur les rétros, je mets mon clignotant afin d'avertir les usagers derrière moi de mon contournement d'obstacle. Puis, je dépasse en sécurité ce camion. Donc, les bonnes réponses ici sont les réponses A et B. Question numéro 8. Il est dangereux de conduire si je prends ce médicament. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, vous remarquerez qu'au dos des médicaments, il y a des pictogrammes de différentes couleurs qui émettent des recommandations quant à la conduite. Donc, ces pictogrammes sont classés selon des niveaux de dangerosité. Vous avez tout d'abord le pictogramme de niveau 1 qui est jaune et qui nous indique d'être prudent à la conduite. Vous avez ensuite le pictogramme de niveau 2 qui est orange, qui également nous recommande d'être prudent, mais surtout, il nous recommande de ne pas conduire sans avoir pris l'avis d'un médecin. Ensuite, vous avez le pictogramme de niveau 3 qui, lui, nous recommande de ne pas conduire du tout. Et, pour reprendre la conduite, de demander l'avis d'un médecin. Donc ici, comme on peut le voir sur la photo, on est sur un pictogramme de niveau 3. Donc effectivement, ici, il est dangereux de conduire si je prends ce médicament. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 9. Je roule à 128 km/h sur autoroute. Réponse A. Je me rabats immédiatement. Réponse B. Je reste sur ma voie pour dépasser le camion devant moi. Alors ici, encore une fois, pour répondre à cette question, il faut bien connaître son code de la route. Un camion sur autoroute a une vitesse maximale réglementaire de 90 km/h. Il ne peut pas dépasser cette vitesse. C'est interdit pour un poids lourd. Par contre, nous, on a un véhicule léger, on est sur autoroute, la vitesse maximale réglementaire est de 130 km/h. Actuellement, je roule à 128 km/h. Donc, en fait, je vais être obligé, de manière matérielle, de manière physique, de dépasser le camion qu'il y a devant moi. Parce que entre moi et le camion, il y a 40 km/h de différence. Donc ici, c'est évident, je reste sur ma voie pour dépasser le camion devant moi. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 10. Je vérifie le niveau d'huile. Réponse A, moteur froid. Réponse B, moteur chaud. Réponse C, sur sol plat. Alors, on vérifie toujours le niveau d'huile, moteur à froid et sur sol plat. Les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 11. Je peux déclarer un accident matériel via un e-constat. Oui, réponse A, non, réponse B.
Alors effectivement, maintenant, vous pouvez déclarer un accident matériel directement via une application Internet e-constat. Cet e-constat a exactement la même valeur juridique qu'un constat papier et c'est surtout beaucoup plus pratique. Parce que souvent, en fait, on n'a jamais le constat sur soi. Donc ici, est-ce que je peux déclarer un accident via un e-constat? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 12. Je tourne à droite comme le véhicule en face. Je passe avant le véhicule en face. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on se retrouve sur une intersection dans laquelle, en fait, il n'y a pas de signalisation qui vient gérer les régimes de priorité. Donc, s'il n'y a pas de signalisation, c'est-à-dire pas de marquage au sol, ni de signalisation verticale, c'est-à-dire des panneaux ou des feux qui régissent la priorité, alors on est sous le régime de la priorité à droite. Donc ici, on se situe à droite par rapport au véhicule qu'il y a en face, c'est donc moi qui ai la priorité. Donc ici, je tourne à droite avant le véhicule en face. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 13. Je peux envoyer des messages avec mon téléphone au volant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il faut savoir que l'utilisation du téléphone est strictement interdite au volant, même pour régler son GPS. Vous n'avez pas le droit de toucher à votre téléphone portable au volant. Déjà parce que ça diminue votre vigilance, et également parce que c'est 135 € d'amende et 3 points nets sur le permis de conduire. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 14. Le bouton AC indique l'air conditionné. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors oui, effectivement, là c'est une question très facile. Le bouton AC, c'est pour air conditionné. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 15. Le véhicule noir a la priorité sur le véhicule à sa droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le véhicule noir doit ralentir et placer le pied devant le frein. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ici, comme tu le vois, on est sur une intersection. On est sur une intersection qui est gérée par une signalisation verticale. Ici, un stop. Regarde aussi le véhicule à droite. La personne qui a dans le véhicule à droite ne regarde pas à sa gauche. Elle ne regarde pas vers le véhicule noir. Et ça a toute son importance. Alors, regarde l'animation qui arrive. Ici, le véhicule à droite a un stop. Cela veut dire qu'il doit laisser la priorité au véhicule sur l'intersection. Ici, le véhicule noir. Donc le véhicule noir a la priorité sur le véhicule à droite. Cependant, regarde bien, donc la dame ne regarde pas le véhicule noir. Donc là, le véhicule noir a tout intérêt de ralentir et de placer le pied devant le frein
en passant cette intersection par mesure de sécurité. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 16. Le van blanc risque de dépasser le cycliste. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, comme tu le vois, en face de nous, on a un van blanc qui a sur sa droite un cycliste. Donc, il y a de grandes chances pour que ce van veuille dépasser ce cycliste. Donc, ce que je fais, c'est que je ralentis au cas où il viendrait chevaucher la ligne sur ma voie. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 17. La pollution atmosphérique peut être réduite en pratiquant le covoiturage et l'écopartage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, le covoiturage et l'écopartage vont réduire le nombre de véhicules en circulation. Par conséquent, réduire la pollution atmosphérique. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 18. Dans cette situation, je suis. Réponse A, dans une issue de secours. Réponse B, dans une niche de sécurité. Alors, question très intéressante parce que dans la plupart des cas, vous avez très peu d'informations sur ce qu'il y a dans un tunnel. Alors, il faut savoir, c'est que quand on est dans un tunnel, il peut se passer plein de choses. Notre voiture, elle peut tomber en panne. Il peut aussi avoir, je sais pas, un voyant rouge qui s'allume. Il peut y avoir aussi, votre voiture peut prendre feu, par exemple. Ou peut avoir un dégagement de fumée. Et dans ce cas-là, il va falloir s'arrêter dans un endroit qui est consacré. Alors pour ça, vous allez voir, vous allez avoir ce qu'on appelle des niches de sécurité. Ces niches de sécurité, elles seront indiquées par ces panneaux-là. Donc c'est les panneaux d'emplacement d'arrêt d'urgence. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'une niche de sécurité ? En général, il y a deux choses. Vous avez des extincteurs et vous avez un poste d'appel. Attention, c'est pas un poste téléphonique, c'est pas une cabine téléphonique, c'est un poste d'appel d'urgence. Donc lorsque vous décrochez le téléphone, vous êtes directement mis en relation avec un agent de sécurité. Alors, ne pas confondre niche de sécurité et issue de secours. Une niche de sécurité, c'est une niche. Il n'y a pas d'issue de secours dans la niche.
une issue de secours, en fait, elle vous permet de sortir du tunnel. Donc à l'intérieur de l'issue de secours, il n'y aura pas de poste, il n'y aura pas d'extincteur. Ce sera des tunnels qui vous amèneront à l'extérieur. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 19. Ce poids lourd me voit. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, à cette distance, le poids lourd ne te voit pas du tout. Tu es là exactement dans un de ces angles morts, comme le montre la petite image que tu vois. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 20. En agglomération, l'utilisation du klaxon est interdite de manière générale. Oui, réponse A, non, réponse B. Autorisée en cas de danger immédiat. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors effectivement, en agglomération, l'usage du klaxon est strictement interdit. Alors, il y a une exception, effectivement, lorsque un danger immédiat se présente, alors vous pouvez l'utiliser. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 21. À 70 km/h, la distance parcourue pendant 1 seconde est de réponse A, 21 mètres, réponse B, 42 mètres, réponse C, 49 mètres, réponse D, 70 mètres. Alors, pour savoir comment on calcule la distance parcourue pendant 1 seconde, c'est très simple. Tu prends déjà la vitesse, ici 70 km/h. Tu prends le chiffre des dizaines, donc ici le chiffre des dizaines, c'est 7. Et ce chiffre, tu le multiplies par 3, ce qui donne 21. Donc, la distance parcourue pendant 1 seconde est de 21 mètres. Alors là, sûrement que tu vas me dire, mais attends, mais pourquoi est-ce qu'on nous demande de calculer la distance parcourue pendant 1 seconde? Nous, on veut juste avoir notre permis, on n'est pas des physiciens, on n'est pas des mathématiciens, ça nous sert à rien en fait. On n'est pas à un contrôle de physique. Eh ben non. Parce que pourquoi on vous pose cette question? C'est parce que c'est une question de cours. Regardez. C'est quoi la distance parcourue pendant le temps de réaction? C'est la distance parcourue pendant 1 seconde. Parce que le temps de réaction, c'est combien? C'est 1 seconde. Donc, calculer la distance parcourue pendant 1 seconde, ça équivaut à calculer la distance parcourue pendant le temps de réaction. C'est exactement la même chose. Et c'est pour ça qu'on vous pose cette question. C'est pas par hasard, ça vient pas de nulle part. Là, on vous a demandé de calculer la distance parcourue pendant le temps de réaction. Tout simplement. Donc, ici, pour répondre à la question, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 22.
Le conducteur a-t-il le droit d'utiliser le GPS en roulant? Oui, réponse A. Non, réponse B. Seulement s'il est perdu, réponse C. Alors, qu'il soit perdu ou non, il est strictement interdit d'utiliser le GPS ou le téléphone portable en conduisant. Donc là, ce qu'il faut faire, lorsqu'on se perd sur l'autoroute ou que le GPS ne fonctionne plus, on sort de la route, on s'arrête et on règle le GPS. Le mieux étant de régler le GPS avant de prendre la voiture. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 23. Ce pneu est en bon état. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, vous pouvez voir qu'en son centre, le pneu est lisse. Il n'a plus de sculpture. Il y a quelques petites sculptures sur les côtés, mais en son centre, il n'y a plus de sculpture. Le pneu est lisse, 135 € d'amende. Donc, est-ce que le pneu est en bon état? Non. Réponse B. Question numéro 24. Les cyclistes sont considérés comme usagers vulnérables. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, oui, effectivement, ce sont des usagers vulnérables. Alors, c'est quoi un usager vulnérable? Un usager vulnérable, c'est un usager de la route qui n'a pas de protection. Alors, concrètement, c'est qui? C'est les deux roues. Les deux roues qui soient motorisées, c'est-à-dire les scooters et les motos, mais également les cyclistes. Ça peut être aussi ceux qui se déplacent en engin de déplacement personnel, motorisé ou non, c'est-à-dire les trottinettes ou trottinettes électriques. Mais également les piétons. Les piétons sont des usagers de la route, vulnérables également. Donc, ici, est-ce que les cyclistes sont considérés comme usagers vulnérables? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 25. La fatigue est favorisée par une mauvaise installation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il y aura plusieurs choses qui vont favoriser la fatigue. Il y aura la monotonie, il y aura un trafic dense, mais il y aura également, entre autres, une mauvaise installation. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 26. Je vais tout droit. Le véhicule vert est prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, on est sur une intersection. Alors bien sûr, ici, le véhicule vert ne va pas être prioritaire. Pourquoi? Pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il va empiéter sur ma voie. C'est ma voie.
C'est pas sa voie. Donc, s'il veut aller sur une autre voie, même s'il ne fait que la couper, il doit me céder la priorité sur ma voie. Autre chose. Vu que ce véhicule veut tourner, je me situe à sa droite. Il y a en plus de ça une priorité à droite. Donc, pour ces deux raisons, le véhicule vert n'est pas prioritaire. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 27. J'actionne les clignotants. Réponse A, au moment où je tourne. Réponse B, avant de tourner. Si j'oublie mes clignotants, je risque, réponse C, un retrait de 3 points. Réponse D, une contravention de 4e classe. Alors, dans le cas d'un changement de direction, j'actionne mes clignotants, bien sûr, avant de tourner, afin de prévenir les usagers qu'il y a derrière moi. Si j'oublie mes clignotants, qu'est-ce que je risque ? Oublier ces clignotants lors d'un changement de direction, c'est une contravention de 2e classe, avec un retrait de 3 points sur le permis de conduire. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et C. Question numéro 28. Je peux circuler avec cette voiture. Oui, réponse A, non, réponse B. Je dois d'abord dégivrer le pare-brise. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, bien sûr, dans cet état, on ne peut pas conduire avec cette voiture, tout simplement parce qu'il n'y a aucune visibilité. Donc, je dois d'abord dégivrer le pare-brise. Sachez que si vous avez le pare-brise sale ou pas dégivré, vous pouvez avoir une amende. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 29. Je commence le dépassement du camion blanc. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici plusieurs choses. Déjà, on sait qu'on est sur une autoroute. Tout simplement parce que on a un panneau sur fond bleu avec marqué au-dessus A 87. On a un camion blanc en face de nous. On sait que sur autoroute, les camions, en tout cas les véhicules d'un poids total à charge supérieur à 3,5 tonnes, ont une vitesse maximale autorisée de 90 km/h. Moi, je roule, regardez, à 127 km/h. Donc, je roule automatiquement plus vite que le camion. De plus, regardez, on va revenir sur la notion de distance de sécurité. Vous savez que sur autoroute, la distance de sécurité est de 2 traits de rive. Donc ici, les 2 traits de rive, on les a pas. Donc en plus de rouler plus vite que le camion, on n'a pas la bonne distance de sécurité. Donc là, effectivement, je dois commencer mon dépassement. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 30. J'ai eu mon permis en conduite accompagnée dite supervisée. Ma période probatoire est de réponse A, 3 ans, réponse B, 2 ans. Je récupère donc réponse C, 3 points par an, réponse D, 2 points par an.
Alors, en général, ce genre de questions vous trouble parce que, je vais vous dire pourquoi. C'est qu'en fait, certes, vous connaissez le code de la route, mais vraiment en surface. Vous ne le connaissez pas de manière précise et approfondie. Alors, la conduite supervisée fait partie des différents types de conduite accompagnée que vous pouvez effectuer. En conduite supervisée, ma période probatoire est de 3 ans, comme un permis normal. Et je récupère donc 2 points par an durant cette période probatoire en conduite supervisée. Alors, il faut que vous compreniez une chose. On parle souvent de conduite accompagnée, mais la conduite accompagnée, en fait, c'est juste une méthode d'apprentissage. Donc, vous avez 3 types de conduite accompagnée. Vous avez la conduite accompagnée supervisée, vous avez la conduite accompagnée encadrée, et vous avez l'apprentissage anticipé de la conduite. Effectivement, en apprentissage anticipé de la conduite, qu'on appelle conduite accompagnée AAC, c'est sur ce type de conduite accompagnée que votre période probatoire sera de 2 ans et que vous pouvez récupérer 3 points par an. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses A et D. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, je sais que vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Sûrement que même vous avez une application gratuite, mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord ? Ne pensez pas ça. C'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça, c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule Mon code en 10 jours. Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement, vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 31. Ce panneau m'interdit de me garer du côté pair. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors encore une fois, ça c'est une question de cours, mais je sais que beaucoup d'entre vous ont du mal avec les panneaux de stationnement. Alors ici, ce panneau vous interdit de vous garer du 16 au 31 du côté où le panneau est implanté. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 32. La signalisation indique que j'ai la priorité à droite à la prochaine intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, si tu remarques bien, on a un feu rouge. Sur ce feu rouge, on a un panneau de priorité. Alors, ce panneau de priorité indique que j'ai la priorité à droite à la prochaine intersection.
Cependant, il y a une nuance. Pourquoi ? Lorsqu'il y a un panneau de priorité sur un feu rouge, ce panneau est valable seulement si le panneau est en panne, tout simplement. Si le panneau, si le feu donc clignote à l'orange, alors oui, le panneau va substituer le feu parce que le feu est en panne. Donc, or ici le feu marche très bien. D'ailleurs, regardez, il est au rouge. Donc là, le feu fonctionne. Donc il n'y a pas de il y a pas de quelconque priorité. Ce sont les feux qui vont régir donc la priorité sur cette intersection. Donc il n'y aura pas de priorité à droite. Les véhicules venant de droite auront également un feu rouge. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 33. La consommation d'alcool diminue la capacité à voir la couleur rouge. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, attention à cette question, car elle tombe très souvent à l'examen officiel du code de la route. Alors effectivement, la consommation d'alcool va diminuer la capacité à voir la couleur rouge. Alors, ça a une importance. C'est quand même une question qui est pertinente. C'est-à-dire que, étant donné que énormément de signalisations sont de couleur rouge, notamment les feux rouges, notamment les panneaux de danger, notamment les panneaux d'interdiction. Ils sont de couleur rouge. Donc, en buvant de l'alcool, tu vas être moins enclin à les repérer. Donc, ici, la bonne réponse va être la réponse A. Les vidéos sont totalement gratuites. Donc, abonne-toi pour aider la chaîne. Et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 34. Je peux dépasser ce véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, le marquage au sol ne nous empêche pas, disons, de dépasser. Mais on a juste il y a juste une chose qui va nous empêcher ici de dépasser, c'est la visibilité. On voit pas ce qui se passe devant nous. Un véhicule pourrait venir en sens inverse à ce moment même. Donc, dans cette situation, je ne peux pas dépasser ce véhicule. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 35. Dans cette situation, je peux encore tourner à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je continue tout droit. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, si tu regardes bien le rétroviseur, on a une voiture qui va nous dépasser par la droite et qui est déjà dans la voie de droite. Donc ici, on ne peut plus tourner à droite. Est-ce que je dois continuer tout droit ? Eh bien oui, car on n'a plus le choix. Donc les bonnes réponses ici vont être les réponses B et C. Question numéro 36. Un taux d'alcool de 0,5 g par litre de sang multiplie le risque d'accident par réponse A 2, réponse B 10.
Alors ça, c'est vraiment une question de cours. C'est soit vous savez, soit vous savez pas. Donc là, je vous montre le document que vous pouvez retrouver dans la formation. Donc, un taux d'alcool de 0,5 g par litre de sang augmente le risque d'accident par 2. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 37. Je me prépare à m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, si tu remarques bien, on a à notre gauche devant nous un cycliste. On a un cycliste et en plus on a un stop. Donc ici on a un cycliste qui arrive en sens inverse dans une rue très étroite. Donc étant donné que la zone d'incertitude d'un cycliste est très grande par rapport à celle d'une voiture, on se prépare à s'arrêter. De toute façon, on va être obligé de s'arrêter parce qu'on a un stop. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 38. L'autonomie d'un véhicule électrique dépend de sa capacité. Oui, réponse A. Non, réponse B. De notre conduite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors encore une fois, c'est une question de cours. Donc effectivement, l'autonomie d'un véhicule va dépendre de quoi? Tout d'abord de sa capacité, donc de ses kilowattheures, mais également de notre manière de conduite. Si on a des conduites sportives ou des conduites plus douces. Donc les bonnes réponses ici seront les réponses A et C. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans la formation. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, hein, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part. D'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, hein, ça veut dire que il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 €
et vous avez le droit à toute la plateforme pendant 1 an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux par exemple qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. La distance de freinage est plus longue par temps de pluie. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors là aussi, question évidente. Effectivement, la distance de freinage va être rallongée par temps de pluie, tout simplement parce que la chaussée sera humide. En général, la distance de freinage est 2 fois plus longue par temps de pluie que par temps sec. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 40. Je complète le niveau d'huile. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, pour savoir si ton niveau d'huile est correct, il doit se situer entre le trait du bas et le trait du haut. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, je complète le niveau d'huile. La bonne réponse, ici, est la réponse A. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.